Salut à tous les amis, on est contents, ravis de vous retrouver dans Hot Track, votre émission sport mécanique, le lundi sur TV Monaco, sur la chaîne Twitch de TV Monaco, sur YouTube. On est en direct parmi vous aujourd'hui. On est contents d'être avec vous, de vous retrouver tous ensemble avec l'équipe qui m'accompagne ce soir. Comme d'habitude, on vous fera participer à cette émission. N'hésitez pas à nous mettre vos avis, à poser des questions pendant l'émission sur les différents chats. On essaiera au maximum d'interagir avec vous, comme c'était le cas déjà sur les émissions précédentes. L'équipe de ce soir, la même que d'habitude, de toute façon, c'est l'équipe de Track, avec Marianne Allais, avec Seb Delaney. Comment ça va les amis ? Ça va, bonjour à tous. Bonjour Mathieu, bonjour Seb. Bonjour. Tout va bien ? Moi, ça va peut-être un peu mieux parce qu'il y a un peu de décalage horaire juste là. Voilà, Marianne qui était en déplacement ce week-end. Comment ça va, Marianne ? Ça va, un peu en jet lag du week-end. Alors, pas celui-ci, celui d'avant. J'étais à Sebring pour les 12 heures. Donc, quand on dit qu'on rattrape 1 heure de décalage par jour, ce n'est pas une blague. Et j'en suis à 4. Je suis toujours encore un peu la tête là-bas. Bon, j'hésiterai pas à venir te secouer. Oui, on peut. S'il faut pendant l'émission. Moi, j'étais sur mon canapé, tranquillou, donc moi, j'ai pas d'excuses de décalage. Voilà, toi, t'as juste décalé dans ton canapé. Ouais, exactement, pour regarder la course. Donc, gauche, mais pas plus. Hein. Ouais. Mais c'est cool, on a eu un week-end de Grand Prix, donc ça fait toujours plaisir. Ça fait plaisir, on a eu un petit week-end de pause depuis la Chine, avant de retrouver le Japon ce week-end. Peut-être un petit mot juste très rapide, vous en avez pensé quoi ? Moi, on en a parlé avant l'émission, Seb. Ouais. Moi, j'ai dit bof. Ouais, en vrai, t'as raison. Moi, j'étais juste content en tant que fan de sport auto d'avoir le Grand Prix encore, parce que là, on va avoir une longue pause. Mais oui, c'était les quelques premiers tours, c'était intéressant. Et ensuite, c'est devenu un peu moins intéressant au cours de route. Mais quand même, quelques surprises. Marianne ? Pareil, un peu tristounet, je dirais. Allez, même si on devait mettre une note, je dirais 10,5, 12. Ouais, c'était triste parce que sur 20, pas beaucoup d'actions. Il y en a quelques-unes, mais quand on voit les 2 premiers GP qu'on a vécus, on s'attend à ce que ça continue en fait. Et là, vous regardez le début, vous regardez la fin, et vous avez un petit peu au milieu, et vous avez vu le Grand Prix, quoi. Voilà, le soufflet qui est retombé. Un petit peu. Donc j'espère que ça va se restimuler là dans les prochains Grands Prix avec cette pause assez longue. Ils ont 1 mois pour nous préparer, à nous concocter un Grand Prix de feu du côté de Miami. On va vous montrer le programme aujourd'hui, le sommaire. On va parler de George Russell qui a été chahuté par son coéquipier Kimi Antonelli. Un leader chahuté. A-t-il la carrure pour être champion du monde ? On va se poser la question dans cette émission aujourd'hui. On va revenir sur McLaren aussi, puisqu'on les a pointé du doigt il y a 2 semaines. On pointait leurs résultats. Résultat, Oscar Piastri qui termine 2e de ce Grand Prix du Japon, qui nous fait un super résultat et qui devient un nouveau challenger. On va parler donc de la remise en forme de McLaren. On reviendra évidemment aussi sur Ferrari. Est-ce qu'ils doivent être inquiets justement de ce retour de McLaren dans une hiérarchie qui est visiblement bouleversée. On poursuivra cette émission en faisant un petit tour des actualités de ce Grand Prix. Chacun va nous donner un petit peu ce qui l'a marqué sur cet épisode du Japon. Et puis on finira comme d'habitude avec le Paddock Zone. Pas mal de choses à vous dire aujourd'hui. On va parler de MotoGP avec la grosse surprise d'Aprilia de ce début de saison. On va parler un petit peu d'IMSA puisque tu étais aux 12 heures justement, Marianne, il y a une semaine. Et puis on terminera aussi avec un petit mot de Formule I parce qu'on sera proche d'un e-prix très important dans la saison, celui évidemment de Monaco. On va pouvoir commencer cette émission. On vous le rappelle, bien sûr, sur le chat, sur YouTube et sur Twitch. N'hésitez pas à participer avec nous. On vous répond, on vous fait participer à l'émission. Un petit pouce sur YouTube, ça aide aussi à donner de la force. Et puis, voilà, on est parti. Allez, on y Alors, va. peut-être avant de rentrer dans les débriefs et de parler notamment de George Russell, les amis, il s'est passé 2 semaines. Et en 2 semaines, il y a eu énormément de choses qui se sont déroulées au niveau du monde de la Formule 1. Alors, je vais vous proposer des thématiques et vous allez me dire de quoi vous avez envie un petit mot sur une thématique qui vous a marqué sur ces 2 semaines pendant lesquelles on ne s'est pas vu. Allez. On a eu déjà la rétrogradation, je vais y arriver, d'Adrian Newey. Ça, c'était la grosse surprise chez Aston Martin. Il quitte la direction donc, de Aston Martin, mais il n'est plus team principal. Il retourne du côté de la technique, uniquement de la technique. Lui qui a fait ça toute sa carrière et avec brio du côté de Red Bull. Quelques jours plus tard, un départ
dans une autre écurie. Chez Audi, Jonathan Whitley qui quitte Audi. Ça a été une énorme surprise aussi pour peut-être débarquer chez Aston Martin. Ça, il n'y a pas d'officialisation pour l'instant. C'est aussi dans les rumeurs. Et ça, c'était les deux grosses actus qui bougent au niveau des paddocks. Changement de règlement sur les qualifs. On a baissé un petit peu au niveau de la réglementation électrique pour donner plus d'intensité sur ces qualifs pour que les F1 puissent aller pleinement à fond. Un autre fait qui s'est passé aussi, conférence de presse de Max Verstappen, très en colère face à un journaliste du Guardian suite à une question par rapport à la saison dernière et son Grand Prix de Barcelone qui lui avait sans doute peut-être coûté le titre au final. Et puis on a parlé aussi de peut-être une future écurie chinoise en Formule 1 ou peut-être juste du sponsoring, mais en tout cas, les Chinois sont intéressés par la Formule 1 et ils observent de très près ce qu'ils vont pouvoir être capables de faire à l'avenir. J'ai déroulé les principales informations. De quoi avez-vous envie de parler ? Mais il en a oublié une. Le carnet rose de ce week-end, quand même. Carnet rose. Moi non plus, je ne connaissais pas cette Je pense que c'est un truc de fille. Et oui, papa. Qu'est-ce que je dis ? Fernando Alonso a été papa. Papa Alonso. Voilà, Papa Alonso. Ouais. Voilà. D'accord. Oui, c'est vrai. Il est arrivé en retard, justement. Voilà, carnet rose. Il est arrivé en retard, en plus, justement, par rapport à ça, parce qu'il y a eu la naissance de son enfant. Donc voilà, le petit carnet rose. Voilà. Est-ce qu'il va rouler en faisant un peu plus attention maintenant ? À voir, à surveiller. Alors, les amis. Mais en parlant d'Alonso, Aston Martin. Voilà. Et cette nouvelle de Adrian Newey, justement, qui passe de chef d'écurie à un rôle beaucoup plus technique. Alors, c'est rare qu'on voit justement ce mouvement-là au sein d'une écurie. Moi, je trouve que c'est une bonne idée parce que ça le permet de se concentrer plus là où il peut vraiment amener la plus grosse plus-value, comme il a fait chez Red Bull et les autres écuries avant. Le designer le plus mythique avec le plus de succès de tous les temps en Formule 1. Et quand tu es chef d'écurie, tu es en train de gérer plein d'autres choses hors de juste le côté technique. Ça veut dire que tu es le visage de l'écurie, tu dois faire beaucoup d'interviews, ça prend énormément de temps. Et ce temps, ils pourraient le passer à l'usine en train de développer la voiture. Et Aston Martin, ils en ont vraiment besoin. Ça montre aussi que c'est un peu le chaos total chez Aston Martin. Ils savent, je sais pas, il y a tout qui bouge, ils essayent un petit peu de faire tout ce qu'ils peuvent pour arriver à des résultats. Ça va prendre du temps, même avec un Adrian Newey derrière, surtout que c'est les moteurs Honda qui ont l'air d'être le plus gros problème. Mais c'est sûr que Jonathan Whitley, qui annonce son départ de Audi, juste quelques mois après le début de cette saison et de cette aventure avec Audi, là où il disait toujours qu'il était complètement dédié à ce projet-là, c'est quand même une sacrée coïncidence, je pense. Faut pas oublier aussi le côté humain de ces personnes-là. Donc Jonathan Whitley qui avait passé énormément de temps chez Red Bull, donc du coup à Milton Keynes qui est pas loin de Silverstone, là où est Aston Martin. Ça veut dire que sa famille a grandi là-bas, ses enfants sont allés à l'école là-bas. Donc est-ce qu'il y a un côté aussi où ça le permet de rentrer en Angleterre parce que Audi ça va le permettre de revenir pour avoir ce côté, plus pour sa famille là-bas. Est-ce que ça, c'est important pour lui ? Potentiellement. Est-ce qu'il va finir chez Aston Martin ? Moi, je pense que oui. Affaire à suivre, en tout cas. Affaire à suivre. Vous pensez que oui ou pas ? Oui, affaire à suivre. Je pense que c'est plus qu'une coïncidence. C'est un peu du... Au bout d'un moment, c'est un peu gros quand même s'ils démentent en disant non, mais écoutez pas, c'est juste des rumeurs. Enfin, ça arrive pile poil comme ça. Ils ont annoncé qu'il était parti pour des raisons personnelles. À voir. Après, où je suis d'accord, c'est ce qui s'est passé de toute façon avec Adrian Newey. Il est beaucoup plus compétent et performant sur la partie technique. Donc, je pense qu'il reprend un rôle qui va forcément aider l'écurie, qui est le sien, en fait. Et aujourd'hui, tu l'as eu dit, aujourd'hui, être team principal d'une écurie, peu importe le championnat que tu fais, c'est énormément de travail parce que tu es un peu, je vais pas dire le cerveau de l'équipe, mais tu dois tout gérer, en fait. Tu dois tout gérer et c'est toi qu'on vient voir tout le temps. Donc voilà, il y a beaucoup de management derrière, il y a beaucoup de choses à faire, à gérer, notamment les interviews, comme tu le disais. C'est toi qui es en front à chaque fois, dès qu'il y a un problème. Donc je pense qu'aujourd'hui, peut-être qu'il n'avait pas la carrure et peut-être qu'il faut quelqu'un d'autre. Donc il repart dans la partie technique. Moi, je pense que ça va donner un élan à Aston Martin. Et Fernando Alonso l'a aussi dit dans plusieurs déclarations. De toute façon, ça va prendre du temps, mais on travaille encore et encore. Donc voilà, je pense que voilà, à voir ce qui va se passer parce qu'on a aussi des réunions qui vont se faire avec tous les teams principaux, la FIA, la F1, voilà, ils vont faire une réunion par rapport à cette réglementation, voir ce qui peut changer. Donc, je pense que voilà, peut-être que les écuries fin de grille
vont peut-être commencer à remonter s'il y a un basculement au niveau du moteur, etc. Peut-être, ouais. Et je pense que Jonathan Whitley, il a fait ses preuves là avec ce qu'il a fait avec Audi. Ça pourrait être la personne parfaite pour être ce chef d'écurie et mener Aston Martin vers des meilleurs résultats. Donc, si c'est le cas, si ça finit avec Adrian Newey en charge du côté technique, Jonathan Whitley en chef d'écurie, les fonds de Lawrence Stroll derrière qui suivent, l'expérience de Fernando Alonso, ils ont tout ce qu'il faut pour essayer de ramener cette équipe. C'est juste qu'il y a ce gros problème pour l'instant avec ce moteur Honda. Il y a beau mettre l'équipe de superstars qu'on veut autour, si le moteur il est pas là, ça va pas aller vite. On en saura sans doute plus d'ici le Grand Prix de Miami et peut-être que effectivement Aston Martin dévoilera sa vraie voiture d'ici Miami et que Alonso sera le pilote à suivre. Oui, c'est vrai, parce que toi, c'est ce que tu nous avais dit. Tu l'avais dit. Je continue le running gag, c'est la blague. Évidemment que ils vont devoir faire un sacré mois là. Pour très rapidement, Marianne, toi, l'info qui t'a marqué donc, ces 2 dernières semaines. C'est la réaction de Max Verstappen. Moi, je partage ce qu'il a fait. D'un côté, oui, et d'un côté, non. Aujourd'hui, ce qu'il faut savoir, c'est qu'avec les réseaux sociaux, il y a des pilotes qui l'ont avoué, qui reçoivent énormément, que ce soit des insultes, mais qui reçoivent aussi des menaces de mort. Donc, ils sont obligés d'être dans le contrôle de leur image et alors, répondre comme il a fait jusqu'à l'expulser, moi, je ne l'aurais pas fait. On rappelle, il a voulu qu'un journaliste sorte de la conférence de presse et qu'il ne continuerait pas la conférence de presse s'il n'était pas sorti. Guardian était toujours C'est ça. Donc, il faut bien préciser que ce n'est pas le pilote qui décide. Ça a été en accord avec l'organisateur. Et aujourd'hui, c'est vrai que, que ce soit Max ou d'autres, ils l'ont souvent dit, les questions stupides et les questions pièges pour que derrière, il y ait du buzz et qu'entre guillemets, on se fasse malmener. Voilà, il faut aussi qu'ils soient dans le contrôle de leur image. Donc, ils ont aussi le droit de dire « bah non, j'ai pas envie de te répondre ». Je pense qu'aujourd'hui, il y a eu des choses avec les réseaux où des fois, les journalistes dérivent et ça peut blesser des gens et ça peut aussi aller jusqu'au côté, on va dire, personnel. Donc, je pense qu'il faut que les journalistes aussi, des fois, peut-être se recadrent et dire « ok, il faut du buzz, il faut de l'info, il faut l'info qui va déclencher le truc ». Mais il faut aussi rester sur le côté professionnel. Et en fait, il lui avait posé la question plusieurs fois, puisque ça date de 2025, sur l'accrochage entre lui et Russell. Donc, voilà, au fur et à mesure, il a dit c'est bon, au bout d'un moment, il se moque de moi, c'est un manque de respect total, je ne veux plus cette personne. Et je pense qu'aujourd'hui, c'est une réaction humaine de Max Verstappen, comme ça aurait pu l'être de n'importe quel pilote, parce qu'attention, ce journaliste a des antécédents, avec un Sébastien Vettel et avec un Lewis Hamilton. Il a déjà eu des soucis. C'est pas la première fois qu'il y a un manque de respect envers un pilote. Donc je pense que voilà, il a eu la bonne réaction. Bon, de là, de l'expulser, peut-être qu'il aurait dû dire reste, mais par contre, je répondrai pas à tes questions. Donc voilà, c'était assez brutal, mais on pourra en revenir et en parler prochainement. Très bien, à suivre aussi Max Verstappen qui est quand même très remonté cette saison. Ah oui. Tout le monde, il est en roue libre. Ouais, exactement. Il est en roue libre et puis on a l'impression qu'il nous fait un peu un Lewis Hamilton ou il nous fait un peu, pas un début de dépression parce que c'est quelqu'un qui a un sacré mental mais qui est en mode de toute façon vous savez quoi, je prends plus de plaisir. Ouais, j'en peux plus en fait. J'ai envie de m'amuser. Heureusement qu'il a ses autres courses qu'il peut aller faire pour se changer les idées. Bon, là, je me demande si pendant le mois qui arrive, il va en profiter justement pour aller faire plus d'autres courses. Plus d'essais ou plus de courses à côté. Ouais. Revenons sur ce Grand Prix du Japon, du coup, les amis, avec notre première thématique du jour. Elle concerne évidemment les leaders de Mercedes. Magnifique victoire encore avec de la réussite, bien évidemment, signée Kimi Antonelli. On va se faire un petit point sur le classement des pilotes, puisque après cette victoire, Kimi Antonelli devient le plus jeune pilote en tête du classement du championnat du monde après Lewis Hamilton. Et là, c'est pas à quelques jours d'écart, c'est à presque 2 ans d'écart. Donc à moins de 20 ans, Kimi Antonelli qui domine déjà le championnat du monde. Et voilà, on le voit avec 9 points d'avance sur George Russell. George Russell qui est désormais aussi poursuivi par Charles Leclerc, 14 points d'écart. Lewis Hamilton, évidemment, derrière, puisque Ferrari fonctionne bien depuis le début de la saison. Et puis, les McLaren qui reviennent petit à petit, tout doucement, mais ça, on en parlera tout à l'heure. Du coup, on a un George Russell qui a perdu sa place au championnat du monde, qui a terminé pas à la place où on l'attendait justement sur ce Grand Prix du Japon, faute aussi à une safety car qui l'a pas du tout aidé. On vous pose tout de suite la question sur le chat, est-ce que George Russell a la carrure d'un champion ? Ça rebat les cartes quand même, puisqu'on voit un Kimi Antonelli en pleine confiance, qui montre énormément d'assurance, très bon dans le pilotage, et on ne va pas remettre en cause les compétences de pilote de George Russell. C'est vrai qu'il a eu beaucoup de malchance sur ce week-end, mais est-ce qu'il n'est pas en train de perdre un petit peu l'ascendant sur son coéquipier ?
Alors, c'est sûr que là, oui, en termes des points, quand on regarde les stats, il a perdu un petit peu de son avance. Mais je pense que le championnat, il est toujours à Russell de le perdre. Ça serait toujours le favori. Si moi, je devais mettre quelqu'un en premier, je mettrais George Russell. Parce que en Chine, il a des soucis en qualif. Ça l'aide pas du tout. Là, vraiment, le timing de la safety car, pour lui, ça pourrait pas être pire. C'était le tour après qu'il soit rentré de son pit stop. Donc il n'a vraiment pas eu de chance ces deux derniers Grands Prix. De son côté, il fait vraiment pas beaucoup d'erreurs. La vitesse est là. Même là, il a eu des soucis, encore une fois, avec le setup de sa voiture avant les qualifs, qui l'ont pas du tout aidé. Il qualifie quand même juste derrière. Il a un meilleur départ qu'Antonelli. Oui, pas un très bon départ, il passe de 2e à 4e, mais quand même meilleur qu'Antonelli qui passe jusqu'en 6e. Et si ce n'était pas pour cette safety car, il finirait quand même devant Antonelli. Antonelli, bien sûr, qui fait un début de saison incroyable là, mais il y a quand même eu quelques erreurs. Donc si, perso, je devais à ce moment-là parier sur un d'entre deux qui finirait devant dans le championnat, je pense que je mettrais quand même Russell. Et je sais que Marianne n'est pas d'accord avec moi. Mais c'est pas une question d'être d'accord ou pas. Je pense que je suis plus sur un oui-non. Oui, aujourd'hui, on fait lundi des oui-non. Tiens, on va changer. On est plus sur lundi des non. On est qu'au 3e Grand Prix. Voilà. C'est très difficile. C'est tranché, mais c'est très difficile. Mais c'est le jeu. Moi, je pense que, en fait, sur le côté expérience, je suis complètement d'accord qu'un Russell est capable d'aller gagner un championnat. Mais par contre, l'entendre tout le temps se plaindre et toujours rejeter la faute sur l'équipe, etc., ça, c'est compliqué. Donc, à voir par la suite. Pardon. Ouais, moi je suis d'accord que c'est pas mon pilote préféré. Russell, ça va? Tu vas un verre d'eau? Un peu d'eau si tu veux. Un petit peu d'eau, c'est sûr. C'est pas mon... Non, dans sa manière de se comporter potentiellement, c'est pas mon pilote préféré, mais j'ai un respect énorme pour ses qualités derrière le volant et je trouve qu'il est toujours là, il fait pas d'erreur. Et c'est cette expérience qu'il a en ayant fait beaucoup plus de saisons. Je pense que Kimi Antonelli a un potentiel un peu plus haut peut-être que Russell, mais qu'il n'y est pas encore. Il fait encore plusieurs erreurs. Pour moi, Russell reste quand même le pilote qui va pouvoir, sur une saison, finir devant. C'est un peu comme ce qu'on avait vu peut-être avec Piastri et Norris l'année dernière, où au début de saison, Piastri a vraiment une période où il gagne énormément de courses d'affilée, et après, peut-être que c'est du manque d'expérience, peut-être que c'est le manque de l'expérience juste au côté mental. Il commence à faire des erreurs, il fait 3 Grands Prix où vraiment aucun résultat, ça permet à Norris de revenir et sur la longue, Norris finit quand même devant Piastri. Donc est-ce qu'on va avoir quelque chose d'un peu similaire? Là, il a le vent derrière lui, Antonelli, mais sur la longue, je pense que Russell, s'il n'a pas ces manques de chance, va pouvoir être là et pouvoir finir. Est-ce que cette mentalité, ça traduit pas aussi un peu une faiblesse de la part de Russell de toujours se plaindre, de toujours au moindre truc? Il était même pas sorti du stand quand il apprend qu'il y a une safety car, il commence déjà à se plaindre. Oui. Je veux dire, c'est des faits de course, c'est comme ça, la Formule 1, elle est faite comme ça. Et tu sais que dans la saison, ça va s'équilibrer, tu vas peut-être récupérer à un moment. Mais il est toujours dans la plainte tout le temps. Justement, pour finir tout à l'heure, ce que je disais avant que je m'étouffe, je trouve que ce comportement de toujours se plaindre, forcément, ça te déconcentre à un moment. C'est-à-dire que tu n'es pas focus sur ton pilotage parce que tu as ce côté négatif. Plutôt que de tirer le positif dans une mauvaise situation, parce qu'il y a toujours du positif dans une mauvaise situation, lui, dès qu'il y a un problème, tout de suite, je vois le noir, ouais, ça va pas, ça va pas. Et forcément, ton pilotage, il va changer et ta concentration aussi. Oui, mais il fait pas d'erreur. Non, mais je suis d'accord avec toi, mais oui, il se plaint, mais à quel moment est-ce qu'il a fait une erreur? Il fait pas d'erreur, c'est du côté mauvaise chance, mais je pense que justement, tu fais pas d'erreur. Ok, il y a un safety, on le sait tous, c'est la roulette russe. Tu sais jamais à quel moment ça va tomber. Les stratégies, elles se bouleversent. C'est le sport auto. Et Ferrari l'a payé au début. Là, aujourd'hui, moi, ce que j'ai apprécié, c'est que je crois aussi en ce petit Antonelli, parce qu'il l'a dit, en fait, je vais me battre, mais j'ai l'humilité. Ouais, et j'ai l'humilité de dire qu'aujourd'hui, ok, j'ai gagné, ok, c'était après sa pole position qu'il a fait cette déclat, ok, voilà, je suis en pole, etc. Mais j'ai l'humilité de dire qu'il me manque de l'expérience. Il me manque de l'expérience, je vais continuer d'apprendre, ok, je fais des erreurs, mais bien sûr que je vais me battre. Et aujourd'hui, je trouve ça beau, donc oui. Je trouve qu'on parle de deux choses différentes. On parle de la mentalité et les perfs sur circuit. En termes de mentalité, je suis d'accord. Moi non plus, je suis pas fan du fait que Russell il se plaint. Je trouve qu'Antonelli a la tête sur ses épaules de tout. Oui, mais Antonelli, il a des perfs là. Oui, il a fait plus d'erreurs que Russell. Oui, mais il a des perfs. Mais il a les perfs. Et 2 pole positions. Oui, ça, j'enlève pas ça. Je pense qu'il est full focus en fait. S'il n'y a pas la safety car, qui finit devant, Russell ou Antonelli? Eh ben ça, bonne question.
voire même Piastri. Point d'interrogation. Et point d'interrogation. Avec sa voiture. Voilà, oui, il avait aussi. Il n'a pas réussi à dépasser Leclerc quand même derrière, sachant qu'on sait que la mais Mercedes... même ça, et ça va être un avis controversé, mais même la manière qu'il attaquait Leclerc, je trouve que c'était d'un point de vue de quelqu'un qui va chercher un championnat et pas la perdre dans une course. Parce que là, il se sort contre un Leclerc, il perd 25 points au championnat. Là, il perd quand même pas mal de points, mais il vient quand même 4e. Il a déjà cette mentalité et déjà cette manière de faire aucune erreur pour, certes, là, il n'a pas marqué autant de points qu'Antonelli, mais de marquer le maximum qu'il peut dans n'importe quelle situation. Donc même dans sa manière d'être un peu prudent dans ses dépassements et tout, tu vois qu'il est là à chercher un championnat, il n'est pas là à chercher la gloire dans une course, quoi. Je vous propose qu'on regarde ensemble une déclat de George Russell. Vous allez voir, on va la regarder ensemble, on va l'étudier ensemble, très, très parlante de ces dernières déclats. Et là, Sébastien, je vais aller vers toi. On reconnaît bien Sébastien, carrément, il m'a appelé. Hein. Pas le Seb, Sébastien, le entier, là. Allez, on y va. On va repartir. Seb, là, on est dans ce que fait de mieux George Russell en conf, en après-course. Bon, clairement, c'est pas une vraie déclat de Russell. mais oui, non, c'est sûr que ça serait top s'il se plaint un peu moins. Après, lui, c'est peut-être dans l'extrême, mais les pilotes de F1, quand il y a quelque chose qui se passe en course qui ne va pas dans leur direction, ils vont toujours être là, ils vont toujours aller. Tu mets n'importe quel autre pilote, tu mets un Verstappen, tu mets un Hamilton qui se prend une safety car le tour après qu'ils se sont arrêtés, ils ne vont pas être là et être contents. Ouais, mais il y a être content et passer sa vie à râler. Oui. Parce que le second qui le rejoint, et bon, vous allez dire, ok, elle va encore attaquer là-dessus, mais Hadjar, la même quoi. Bon, il y a des soucis, c'est compliqué, nanana. Et en fait, au bout d'un moment, les gars, excusez-moi, mais remettez-vous peut-être en question. Des fois, entre le volant et le baquet, il y a une personne, et ça peut aussi... Enfin, je veux dire, ils sont tous là à apprendre, c'est pas des champions du monde. Au contraire, prenez les expériences des anciens, je sais pas, communiquer et puis surtout rester focus en fait sur votre pilotage. On le sait qu'il y a des problèmes de réglementation, on sait que les voitures c'est compliqué, on sait que si, on sait que ça, les safety, non. Au bout d'un moment, reprenez-vous en fait. Et où je te rejoins, c'est qu'aujourd'hui, oui, Russell a l'étoffe justement pour aller gagner un championnat, mais ça là, sa mentalité, ça peut le mettre dedans très rapidement. Ouais. Je pense que si on commence à avoir des erreurs, je suis d'accord avec toi. C'est sûr, la chose la plus classe qu'il aurait pu faire, c'était juste, il se prenait la safety car, il continuait sa course, il finissait 4e, il disait bravo Antonelli. Qu'il ait la mentalité champion, bon, la réalité, c'est quand tu es dans la situation là, c'est beaucoup plus facile à dire qu'à faire. Il y en a un qui a pris la défense de son pilote, par contre, et là, on va aller sur une vraie déclaration. Là, on a une vraie ou okay. Là, c'est une vraie. Mais c'est Toto Wolff, le team principal de Mercedes. George a perdu des places après s'être arrêté au stand juste avant l'intervention de la voiture de sécurité. Il a ensuite perdu d'autres positions, d'abord au redémarrage, car il a atteint la limite de puissance disponible et disposé de peu de pneus. Puis, à cause d'un super clip inattendu, il s'est battu avec acharnement pour remonter à la 4e place, mais il a certainement été particulièrement malchanceux ce week-end. Une chose est sûre, c'est que George est défendu par son team principal, qui est heureux évidemment d'avoir ces deux pilotes quand même en tête du championnat du monde. Mais ce qui est normal justement, c'est aussi le rôle d'un team principal, c'est de protéger quand même ses pilotes. Je trouve que laisser entendre qu'il n'y aurait pas de préférence sur l'un ou l'autre. Hein. Pour le coup, là, je pense que justement, il n'y aura pas de consigne d'équipe, donc c'est aussi ce qui peut être bien. Après, faut qu'aussi Russell, il aille jouer le championnat constructeur. Et en effet, d'aller féliciter ce petit jeune, etc. Parce que voilà, aujourd'hui, c'est Antonelli. Demain, peut-être que lui, il va gagner, Antonelli aura des soucis. Donc, je pense qu'il faut aussi qu'il reprenne cet esprit d'équipe. Parce que là, en effet, c'est ce qu'a fait Toto Wolff. Il l'a soutenu. Il faut aussi qu'il soutienne vraiment l'équipe et arrêter de pleurer, quoi. Ouais. Oui. C'est sûr, il a eu de la malchance. Moi, j'ai envie de voir un week-end où Russell et Antonelli vont tête à tête, sans malchance ou problème de voiture de l'un de l'autre. La seule fois qu'on a eu ça, c'est la première course de la saison, et c'est Russell qui gagne. Donc, après, je pense que Antonelli, la progression qu'il est en train de faire est incroyable. Elle est énorme. À ce moment-là, présent, je pense que Russell, dans les mêmes voitures, dans les mêmes conditions, est légèrement devant. Mais d'ici la fin de la saison, là, c'est encore une autre histoire. Je pense que si Antonelli continue sur cette courbe, qu'il arrête de faire ses petites erreurs,
Parce que quand même, Antonelli, il finit 6e après le départ. Il a un énorme coup de chance avec cette safety car, mais il fait quand même une erreur à ce moment-là. En Chine, il faillit perdre la voiture avant la fin de la course. Il fait quand même encore des erreurs. Donc, est-ce qu'il peut arriver à être au point de Russell, voire mieux ? Je pense potentiellement, mais qu'il n'y est pas encore. Mais je pense qu'il y sera parce qu'il a fait des erreurs, mais il les a assumées, contrairement à Russell. 100%. Donc, quant à le mental, s'il travaille encore son pilotage, et justement, je pense que c'est ce qu'ils font aussi avec Toto, parce qu'il le soutient énormément, je pense qu'on peut avoir un Antonelli qui va vraiment grandir très vite et qui peut arriver fin d'année, fin de saison au niveau de Russell. Donc je pense que ça peut vraiment jouer à la fin, quoi. Ah oui. Et oui, il a le mental parfait, il a l'équipe parfaite derrière lui, il a Toto qui le soutient entièrement. C'est Mercedes, ils ont les fonds, ils ont tout ce qu'il faut derrière pour le mettre dans la meilleure position. Donc Antonelli, lui, il a un futur vraiment prometteur devant lui. L'autre enseignement de ce Grand Prix, c'est le retour en forme des McLaren. Oui, McLaren, on en avait parlé dans cette émission il y a 2 semaines en disant mais où est-ce qu'ils sont passés ? Oscar Piastri qui loupe tous les Grands Prix de ce début de saison. Lando Norris qui déçoit un peu sur ses performances. Est-ce que finalement ils sont pas loin derrière Ferrari ? Eh bien, ils ont prouvé ce week-end au Japon. Ils nous ont fait tout simplement mentir avec des perfs incroyables. On va vous montrer le bilan du week-end de McLaren avec, regardez, lors des premières séances d'essai, P3, P4, deuxième séance d'essai, P1 et P4, séance d'essai numéro 3, P4 et P6, un peu en retrait, mais en qualif, ils font quand même P3 et P5 pour finir P2 et P5 en course. C'est quand même des résultats très encourageants, avec quand même un Oscar Piastri qui termine 2e pour son premier Grand Prix de la saison. Ça, c'est incroyable. Ça, c'est incroyable pour le coup. Et Lando Norris qui termine devant Lewis Hamilton. Donc, ils sont venus challenger les Ferrari et ils ont fait un super week-end. Ouais, et Piastri, même, c'était son premier départ en Grand Prix. Il a fait un super départ. Première fois de gérer toute une distance de course avec ces nouvelles réglementations. Enfin, on oublie quand même, mais tous les autres, ils avaient quand même 2 Grands Prix derrière d'expérience. Donc, et s'il n'y avait pas eu cette histoire de safety car, encore une fois, je pense que Piastri, il a une chance de gagner même la course. Donc un super course de la part de Piastri. Il commence toujours assez fort quand même dans ces saisons. On l'a vu l'année dernière aussi. C'est plutôt dans la deuxième partie de saison où des fois il est un peu des galères. Mais McLaren, là, qui reviennent fort, ils ont le moteur Mercedes, donc on s'en doutait un petit peu, mais clairement, on dirait presque qu'ils leur ont donné finalement les consignes de comment débloquer ce moteur et qu'ils ont réussi ce week-end. C'est un peu du on-off, parce qu'on les voit, même Norris sur les premiers Grands Prix, un peu loin et absent. Là, quand vous voyez l'envol qu'ils ont fait au départ, moi j'avais l'impression de voir 2 Ferrari qui démarraient. Parce que justement, Ferrari. Ça a gêné les Ferrari. Ça a gêné, justement. Ça a perturbé tout le monde, en fait. Direct. Ils partent devant. Et là, au final, tu vois les 2 voitures oranges qui partent, tu fais waouh, qu'est-ce qui s'est passé ? Donc, en effet, peut-être qu'il y a eu quelque chose qui a été débloqué du côté de Mercedes, parce que ça reste eux qui ont les clés, les ficelles du moteur. Est-ce qu'ils ont donné toutes les infos ? Est-ce que là, ils n'ont pas été dans l'obligation d'en donner plus ? Parce que peut-être que McLaren, en douce, et ça. Il n'y a pas eu de choses officielles, mais a peut-être été tapé en mode peut-être falloir nous aider quand même, parce qu'en tant que champion, on aimerait quand même aller jouer devant. Donc oui, c'est la grande surprise. Donc moi qui ne les annonçais pas du tout sur un podium, comme je dis, il suffit qu'on en parle pour que les choses se passent. Et ces départs, c'est quand même incroyable parce que c'est le problème de Mercedes. Ils ont le même moteur, mais McLaren ont réussi à trouver une manière de débloquer les départs avec cette motorisation Mercedes. Ce qui est cool pour McLaren, mais si Mercedes commence à avoir des bons départs aussi, là, ça risque d'être difficile parce que tout ce qu'on a pour l'instant, c'est le début des courses où ils commencent à se battre et que Ferrari et maintenant McLaren peuvent être là avec Mercedes. Mais si Mercedes ils qualifient premier et deuxième et qu'ils partent directement devant, ça serait un peu inquiétant pour nous fans de sport auto. Avec ce retour de McLaren qui revient dans le coup, alors on va essayer de ne pas être dans la culture de l'instant, mais bon, c'est vrai que là, nous ont quand même fait un super Grand Prix, un super week-end de manière générale. Est-ce qu'ils viennent bouleverser la hiérarchie de cette saison, parce qu'on s'attendait vraiment à... On en avait parlé après les 2 premiers Grands Prix. On avait Mercedes, Ferrari qui venait challenger un peu, et après, derrière, on avait le reste. Est-ce que finalement, McLaren n'est pas en train d'aller challenger Ferrari, voire plus ? Moi, je pense que oui. Après, justement, Norris en a parlé en disant
en gros, à tout le monde, faut pas vous inquiéter. En 2024, on avait 115 points de retard et on devient champion constructeur. Donc, je pense que aussi, ils ont fait beaucoup de travail durant cette mini-pause. Et là, avec la pause des 2 Grands Prix qui ne se font pas, justement, je pense qu'il va y avoir du simulateur, il va y avoir beaucoup de travail pour qu'ils arrivent en force et pour qu'ils reprennent le lead. Enfin, du moins qu'ils reviennent dans le début de classement des pilotes. Parce que là, ils sont quand même loin entre les Mercedes et les Ferrari. Donc, pour qu'ils reviennent devant. Moi, je pense qu'aujourd'hui, si on reprend la hiérarchie, là, clairement, on a Red Bull qui est complètement, là, pour le coup, à l'arrière. Mais ça fait vraiment Mercedes, Ferrari, McLaren. Et je pense qu'entre ces 3 constructeurs, ça peut vraiment se jouer. Donc, on le sait, on ne va pas faire des plans sur la comète parce qu'il y a aussi des changements de réglementation qui vont être au cours de la saison. Peut-être que ça va les avantager, justement. Donc, à voir comment les choses peuvent se passer. Oui, puis on était sur un circuit qui avantageait plus McLaren que Ferrari aussi. Ouais. Avec cette réglementation, c'est vrai que c'est dur de faire des plans parce qu'à chaque circuit, on a des surprises, on découvre des choses. Les pilotes, ça change beaucoup. Les pilotes aussi découvrent de plus en plus la voiture. Peut-être qu'ils la prennent de plus en plus en main aussi et qu'ils s'habituent parce qu'on l'a encore. Et on a la fiabilité qui était moins un souci dans les dernières saisons. Peut-être que Ferrari vont avoir un week-end où ils auront 2 DNS, peut-être Mercedes pareil. Mais oui, McLaren, en tout cas, quand ils arrivent à faire marcher la voiture, elle a l'air performante. Et c'est sûr qu'on a quasi 3 catégories là. On a les 3 écuries devant, puis on a Haas, Alpine, Red Bull qui sont maintenant descendus dans cette 2e catégorie. Et loin derrière, il y a Cadillac, Aston Martin, etc. Donc, mais c'est sûr que dans cette première catégorie-là, il y a clairement 3 écuries, McLaren, Ferrari. C'est pas ce qu'on peu plus loin devant. Non, mais c'est pas ce qu'on disait, voilà. Et à noter, moi je rajoute une petite chose, c'est pour ça que j'attends de voir ce qui va se passer, parce que c'est vrai qu'on est toujours en début de saison. Norris a utilisé tous ses blocs de batterie. Vous savez, on en avait parlé à la première émission, ils avaient droit à 3 blocs. Donc ils ont utilisé tous leurs blocs, ça veut dire que là, s'il change, il sera pénalisé. Il sera pénalisé obligatoirement. On est au 3e Grand Prix, 3 blocs. Donc, si c'est à tous les Grands Prix qu'il faut changer, ça veut dire qu'à tous les Grands Prix, il va prendre... Donc, je pense que cette pause, elle est bien aussi pour eux, pour justement travailler la fiabilité de la voiture, parce que ça reste le gros problème. Mais ouais, là, c'est hard quand même de se dire, j'ai déjà plus mes blocs, quoi. Contrairement à d'autres constructeurs qui sont bien, quoi. Ils en sont conscients chez McLaren qu'il y a encore du travail. Déclaration de Andrea Stella, le team principal de l'écurie britannique. Les caractéristiques de ce circuit au Japon donc, et les excellentes performances de notre moteur ont joué en notre faveur, mais nous savons que nos concurrents conservent un avantage en matière d'adhérence en virage. Nous sommes conscients qu'il nous faut gagner quelques dixièmes de seconde au niveau du châssis pour pouvoir prétendre régulièrement à la victoire. Il est désormais de notre responsabilité de fournir à Oscar et à Lando une voiture capable de se battre constamment pour la victoire. Il est là l'enjeu du mois qui arrive. Pour eux, oui, c'est juste... s'ils arrivent à faire une voiture qui a plus de fiabilité et qui la rendent un peu plus développée pour tous les différents circuits, ils ont vraiment des bonnes chances, McLaren. Et ils ont une structure qui est super autour d'eux. Ils ont montré cette capacité de pouvoir revenir en cours de saison, comme tu le disais, en 2024. Ils ont 2 super pilotes. Enfin, vraiment, je sais qu'on l'a déjà dit, mais ce qu'a fait Piastri ce week-end, c'est très, très impressionnant. Norris... Oui, qui avait fait aucun Grand Prix. Aucun Grand Prix, c'est ça, en fait. Il est parti de zéro. Qui termine plus haut. Il n'est même pas si loin de Russell. Non. Bon, Russell qui avait eu quand même des soucis en qualif avec sa voiture, mais en qualif, il n'est même pas si loin de Russell, quand tu regardes les chronos. Donc Piastri vraiment top. Et Norris, il est que 4 points devant Piastri maintenant dans le championnat. Piastri ayant fait une course sur 3. Donc, dans cette compétition dans l'écurie McLaren, il y a un rapport de force qui va plutôt dans le sens de Piastri pour l'instant. Mais encore une fois, on est à la 3e course, ça ne veut pas dire grand-chose pour l'instant. Mais pour nous, c'est cool de voir une 3e écurie qui va venir joindre la bataille devant. Oui, mais il y a une écurie pour qui c'est peut-être pas très très drôle. On va y revenir dans quelques instants. On a demandé donc au chat si avec McLaren dans le coup la hiérarchie était bouleversée. On nous dit que oui, ça change clairement la donne. C'est Justine Dufaux qui nous dit ça. Ça change clairement la donne. Et oui, évidemment, une bataille à 2 écuries, une bataille à 3 écuries, c'est plus c'est plus la même chose. Il n'y a plus les mêmes paramètres à prendre en compte désormais, et surtout, et on va y venir dans quelques instants,
pour Ferrari. Mais c'est ça en fait, et je pense qu'aujourd'hui, les écuries qui étaient devant, donc on l'a vu, Mercedes et Ferrari, je pense qu'ils sont restés un peu assis sur leurs acquis en se disant ok c'est bon, on l'a compris, les Ferrari elles vont très bien dans les circuits où il y a beaucoup de virages d'appui, et les Mercedes, on le voyait, elles mettaient une ligne droite à tout le monde. Donc je pense qu'aujourd'hui, il faut aussi que les constructeurs qui sont devant ne s'assoient pas sur leurs acquis vraiment, et qu'ils se disent ok, il va falloir continuer à travailler, parce que on l'a vu quand même là, Lewis Hamilton qui est quand même loin. Charles, qui s'est battu jusqu'au bout. Je pense que c'est très tôt quand même pour dire que Ferrari s'asseyait sur leur. Non, c'est peut-être pas le bon terme, mais de se dire, faut continuer à bosser en fait. Ouais. Parce que je pense que malgré tout, quand tu les écoutais tous, oui, c'est trop bien, ils étaient tous sur leur petit nuage. Là, je pense qu'ils se sont pris aussi un peu la réalité en face, en se disant, ah oui, en fait, non, il n'y a pas que Mercedes contre qui on va devoir se battre, il y a aussi des gens qui arrivent derrière. Et là, le fait d'avoir une troisième écurie, forcément, ça met un peu de pression quand même. Ah bah là, oui. Ferrari, ils ont largement la pression, surtout. Pour moi, ça se fait que c'est une deuxième écurie qui a ce moteur Mercedes qui est très performant. Donc, ils ont le moteur qui est, clairement, je pense, un peu meilleur que celui de Ferrari. Donc, s'ils arrivent à régler ce souci d'adhérence dans les virages, alors là, ils ont un package qui est quand même très, très, très fort. Donc, oui, pour Ferrari, ils vont devoir continuer à développer. On le savait, cette saison, ça va être compliqué pour eux, pour vraiment aller se battre pour ces victoires. Et pour essayer de se battre pour ce championnat au cours de la saison, ça va être compliqué. La plus grosse mission, c'est d'aller chercher Mercedes. Mais en plus de ça, McLaren qui viennent un petit peu leur faire des problèmes aussi, ça aide pas. On parle de Ferrari, on peut y passer tout de suite justement au Ferrari de Charles Leclerc qui a terminé sur le podium à la 3e place et Lewis Hamilton qui a terminé un peu plus loin derrière, malheureusement à la 6e place derrière Lando Norris et George Russell. Je veux qu'on démarre tout de suite. Alors, on va lancer la question pour le chat. Est-ce que Ferrari doit être inquiet justement de ce retour en force de McLaren pour la suite de la saison? Et je voudrais démarrer tout de suite avec une déclaration de Lewis Hamilton après ce Grand Prix qui, je trouve, est très surprenante. On va revenir tout de suite dessus. Je ne sais pas si nous pourrons aller chercher McLaren. Ils ont réalisé un véritable pas en avant ce week-end. Cela va être un défi, mais peut-être pourrons-nous les surpasser si on les rattrape suffisamment tôt. Moi, c'est hard quand même. Elle est dingue. Ouais. Ah non, mais oui, là c'est bon. Je sais pas trop comment. Est-ce qu'il faut vraiment s'inquiéter, ou est-ce que c'est Hamilton qu'on a vu les 2 dernières années quand même? Des fois, c'est un peu dramatique. Je trouve que c'est un peu des surréactions. Est-ce qu'il est réaliste et il se dit ouais, ça va vraiment être dur et pour le coup, il est honnête au micro, ou est-ce qu'il mettrait pas aussi un petit coup de pression à Ferrari? On a un mois de travail, il y a McLaren qui revient. Je pense que c'est un très bon point. Moi, je le vois plus comme ça, en fait, parce que là, il y a quand même une longue pause. Et ce qu'on disait avant, justement, de ne pas rester sur ce qui s'est passé. OK, les 2 premiers GP, c'est super bien. Il faut peut-être se resecouer un petit peu et se dire, oh, regardez là, en fait. Il n'y a pas que Mercedes. Et puis après, on n'est pas non plus... on ne sera peut-être pas surpris de voir Red Bull qui arrive. Parce qu'on a un Max Verstappen qui est aussi un peu énervé. Donc, je pense que là, oui, il faut que Ferrari se secoue. Là, ils ont annoncé alors potentiellement que normalement, l'aileron Macarena arriverait définitivement ils l'ont surnommé comme ça, à Miami. Le whoop whoop, là, est-ce que ça a une incidence? Oui. Ouais, très bien. Exactement. Très bien. On l'a vu? On l'a pas vu à la caméra? Oh, c'est dommage. Ah, je le fais si bien, regardez. Hop là. Bravo, magnifique. Donc, c'est vrai que si cet aileron a vraiment une incidence sur la perfo, s'ils le mettent, peut-être que ça va relancer encore les cartes. Oui. Et puis, ils ont peut-être d'autres choses qu'ils n'ont pas encore montrées non plus. Donc, je pense qu'à suivre, mais je trouve que là, Lewis était justement très pessimiste. Soit il est réaliste et il se dit, OK, en fait, c'est encore mort, cette année, j'aurai pas mon championnat. Après, il a fait d'autres déclats où il était positif. Justement, il disait, je m'amuse avec cette voiture, je suis très content, elle est fiable, etc. Donc, à voir ce que ça va donner. Et je pense que malgré tout, on va commencer à rentrer dans un juge de paix. Il va y avoir Miami, il y en a d'autres derrière. Je pense qu'à mi-saison, on pourra justement statuer pour voir où ils en sont. Mais la pression, ils l'ont. Il faut y aller, quoi. Et ce que je trouve dur pour eux, c'est que là, McLaren a réussi à faire ce qu'ils n'ont pas réussi encore à faire depuis le début de la saison, c'est terminer 2e. Ouais. Parce que systématiquement, c'était les Mercedes devant, ils n'ont jamais réussi à accrocher cette 2e place. Et ce qu'a fait Oscar Piastri. Non. Ouais, non, exactement. C'est un peu comme tu l'as dit tout à l'heure, c'est tout ou rien. Hamilton, c'est soit il a l'air ravi, trop content d'être en train de rouler dans cette nouvelle voiture, ces nouvelles régulations. Et là, d'un coup, c'est un peu retour au Hamilton qu'on a vu l'année dernière.
Mais c'est toujours dur de savoir si c'est pas, comme tu as dit, un côté mental, même au sein de son écurie à lui, où il se dit, si je suis là à faire c'est pas grave, faut pas s'alarmer. Pendant un mois, là, tout le monde va se dire, bon, on a un mois tranquille, il n'y a pas de souci. Tandis que là, il met la pression à tout le monde pour que justement, il profite de ce temps pour revenir à Miami, qui est un circuit qu'il adore, encore plus fort. Qu'est-ce que vous avez pensé du Grand Prix d'ailleurs de Charles Leclerc et de Lewis Hamilton? On va peut-être commencer avec Charles, qui s'offre un deuxième podium cette saison quand même sur cette saison de Formule 1, qui a résisté à George Russell, alors qu'il y avait des problèmes avec sa voiture, avec la puissance de sa voiture en fin de Grand Prix. Et je pense qu'avec 2-3 tours de plus, il serait sans doute passé devant Charles, qui a quand même bien résisté, qui s'est bien défendu. Et voilà, il est quand même battu par Oscar Piastri au final. Un petit bilan de ce Grand Prix de Charles. Moi, je trouve que ça reste un bilan quand même positif parce qu'il fait podium, il a montré qu'il était là et ça a roulé propre, il n'y a pas eu de sortie, les dépassements étaient beaux, on a vu qu'il a tenu quand même. Et je trouve que justement, alors contrairement à d'habitude, Ferrari a eu une très bonne stratégie. Moi, je trouve, sur tout ce qu'ils ont fait, les pit stops, même si on enlève le safety car. Donc, ils ont été rapides. Ils ont été rapides. Ça, c'est leur force, voilà, donc, déjà la saison dernière. Je trouve que la stratégie de Ferrari a été bonne. Les pilotes, ok, on a eu McLaren qui a débarqué en plein milieu et qui s'intercale, sinon forcément la hiérarchie reste la même que sur les autres Grands Prix, mais on a quand même un podium de Ferrari malgré tout. Du coup, on a 3 constructeurs différents sur le podium. C'est aussi beau, c'est aussi ce qu'on veut voir aussi, parce que si on fait, entre guillemets, une saison complète où c'est Mercedes-Ferrari, c'est pas drôle non plus. Mais je trouve que voilà, Charles a eu le mental, c'est très bien battu, et je trouve qu'il justement, il prend en maturité. Grand Prix après Grand Prix, c'est plus le Charles qu'on avait l'an dernier, justement à se plaindre tout le temps. Donc, moi, je trouve, comme tu as dit, il s'est bien battu. Cette saison, pour l'instant, c'est la chose qui ressort le plus, c'est ses capacités, que ce soit en défense ou en attaque. Il y a encore eu un passage avec Lewis Hamilton. Oui, qui a été chaud. Hein, mais c'est propre, c'est beau. Ouais, c'est ça. Charles, quand il est roue à roue comme ça, il est propre. Il sait exactement où placer sa voiture. Et même, tu vois... des dépassements quand Russell est derrière quelqu'un d'autre ou d'autres dépassements où ça passe et après, ciao, ça part devant. Charles, il arrive toujours à trouver une manière de revenir, de se rebattre et que ça a vraiment l'air d'être quelqu'un qui a bien compris dans ces nouvelles régulations comment optimiser la recharge pour pouvoir se battre tour après tour. Et je trouve ça super impressionnant. Donc, s'il finit juste quelques places devant et qu'il est là à se battre pour des victoires, ça va être très cool à voir. Mais lui, dans son pilotage, c'est vraiment impressionnant pour l'instant. Mais pour ça, il va falloir qu'il gagne aussi sur les lignes droites, sur la puissance en ligne droite. Ouais. Ils s'en sont encore pleins. Il s'en est plein après la séance de qualification. Charles, il estimait avoir fait une super séance de qualif et que les pilotes qui sont devant étaient inatteignables parce qu'il avait fait un super dernier tour de qualif, même malgré le fait qu'il ait chassé un petit peu à un moment. Il y a un gros déficit dans les lignes droites et je pense que, alors oui, ils vont équiper avec le nouvel aileron qui va peut-être leur faire gagner un petit peu en accélération. Mais là, le déficit en ligne droite, il est criant. Il est énorme. Ils ne pourront pas faire toute la saison comme ça avec une voiture qui n'arrive pas à concurrencer en ligne droite. C'est leur problème en fait chez Ferrari justement. La voiture est très bonne dans les virages, mais en ligne droite. Et je pense que c'est peut-être pour ça aussi. Si on revient avec la déclat de Lewis, c'est peut-être aussi pour ça qu'il a fait ce type de déclat en disant « Ok, vous nous avez sorti des innovations, la voiture, elle va bien sur les appuis, etc. » Peut-être qu'il a voulu secouer justement l'équipe de Ferrari en disant « Par contre, la ligne droite, ça va pas du tout. » Et s'ils arrivent à trouver cette pointe de vitesse en ligne droite, du coup, là, on a 3 constructeurs qui clairement vont se battre à chaque fois pour les victoires. Et je pense que ça va être beau, justement. Ah bah oui, c'est sûr. Et t'as raison de souligner les qualifs parce qu'il y a l'écart de course qui est une chose, mais après il y a l'écart de qualif qui est encore amplifié. Donc ils se rapprochent de plus en plus, que ce soit Mercedes ou que ce soit Ferrari ou McLaren, ils se rapprochent de Mercedes. Mais en qualif, il y a encore un gros gap et Mercedes ont l'air d'être encore inatteignables à ce niveau-là. Donc c'est là où il faut... Déjà en course, si on arrive à aller les chercher, c'est bien. Et ensuite, il faudra se tourner vers les qualifs, mais ça c'est encore un autre pas. Ils vont avoir beaucoup de travail là, pendant un mois du côté de Maranello. Là. Ah voilà, ouais. Il va falloir se bouger un petit peu. On va parler un petit peu des autres pilotes de la grille. Moi, j'ai envie qu'on s'intéresse un petit peu à ce qui vous a marqué sur ce Grand Prix. Je ne sais pas qui veut prendre la parole en premier. On va commencer avec toi, Seb. Oui, il y a eu plein de choses. Il y a eu Pierre Gasly, je pense, qui a été très impressionnant, qui fait un début de saison incroyable.
l'Alpine a l'air vraiment pas mal. Il dit que c'est sa voiture préférée qu'il a pu conduire dans toute sa carrière, à part peut-être l'Alpha Tauri de 2021. Il est juste là, il va chercher cette position. Donc, comme on disait, il y a les 3 écuries devant. Donc, cette 7e place, c'est un peu la première place des écuries qui sont au milieu, dans ces équipes au milieu. Donc, franchement, très, très fort, Riasi. Mais je te donne la parole du coup, Marianne, puisque c'était ton thème. On est parti sur le sujet de Pierre, il n'y a pas de souci. Non, en effet, oui, il est très content. Pareil, en fait, moi je trouve que chaque année, là avec cette nouvelle réglementation, on a vraiment des pilotes qui ont grandi et qui prennent leurs responsabilités et on voit du vrai pilotage. Là, si on revient sur le début de saison, on a 3 courses où Pierre Gasly est dans les points avec l'Alpine. C'était pas arrivé depuis quand même des années. Donc on sent aussi qui se comporte bien en une voiture et en course. Ouais. Donc là, on regarde Australie P10, Chine P6, Japon P7. Donc, il nous fait des top 10 à chaque fois. Il est très content. Il travaille aussi beaucoup avec l'équipe. Et je pense que la clé, elle est là, en fait. C'est que si les pilotes refont, on va dire, redonnent aux ingés et à l'équipe les bonnes infos pour avancer, forcément, ça peut que marcher. Donc, il a aussi l'expérience, parce qu'il n'en est pas non plus à son premier Grand Prix. Donc, non, on a un Pierre Gasly qui est en forme et il est à 15 points. Donc, au total, sur ce début de saison, à seulement 6 points de Piastri. Ouais. Ce qui est, enfin, je veux dire, c'est pas beaucoup, ça peut se rattraper très très vite. Donc voir une Alpine et un Pierre Gasly aussi proches, ben peut-être qu'on ne sait pas dans les. À Berman aussi. Voilà, dans les années à suivre, pourquoi pas une personne qui peut aller jouer un top 3 et pourquoi pas gagner un championnat. Parce que s'ils arrivent à rendre cette voiture encore plus fiable et avec plus de performance, enfin là aujourd'hui, voilà, à noter quand même qu'il nous fait 3 grands prix dans les points. Et ça, c'était pas trop les habitudes d'Alpine ces dernières années. Ouais, et en 10e, 6e et 7e. C'est ça, donc c'est énorme. Exactement, et en plus, loin devant son coéquipier, qui est une autre manière de voir qu'il est en train de surperformer la voiture, ou Colapinto qui est en train de sous-performer aussi potentiellement. Un peu inquiétant pour Colapinto. Je pense qu'il y a un manque d'expérience aussi pour Colapinto, et ça joue beaucoup, surtout en plus avec la nouvelle réglementation. Ouais, et ça, presque, quand la voiture elle est derrière, tu peux le faire discrètement, et ça se remarque pas trop, même au sein de l'équipe. Mais dès que ton coéquipier commence à faire des résultats comme ce qu'est en train de faire Gasly, ben, tout le monde se retourne vers toi pour voir un petit peu. Parce que s'ils veulent vraiment aller se battre contre Haas, contre Red Bull même, ben, ils ont besoin des 2 voitures, d'être là en train de marquer des points. Donc ouais, mais en tout cas, Pierre, incroyable ce qu'il fait. C'est ça, et puis je pense qu'aujourd'hui, contrairement à ce qu'on disait sur les McLaren, moi je vois bien quand même, alors une victoire peut-être pas, et encore on ne sait pas, parce qu'il se passe tellement de choses, ça se joue à la stratégie, il suffit d'un safety out, mais moi je vois bien cette année quand même un Pierre Gasly nous faire un podium. Je le revois bien remonter sur les podiums. C'est pas impossible, parce que top 6... n'est pas loin quand même du devant, je veux dire. Donc, à voir ce que ça peut donner. Mais non, c'est beau de voir justement Alpine aussi revenir comme ça en force et d'avoir cette diversité des constructeurs dans le top 10. Parce qu'on a eu aussi Ocon qui a marqué son premier point justement cette année. Donc, c'est beau aussi de voir des Français devant. Un petit tour du côté du chat, les amis. On a Barwan06 qui nous dit qui aurait cru qu'Alpine serait meilleur que Red Bull. Oui, c'est vrai. C'est fou, ça. C'est vrai, ça aussi, qu'il finit devant Max. Et ça, c'est incroyable. C'est vrai. Il est devant Max au championnat. Oui. Il est devant Max au championnat. Il se bat contre Max. Enfin, vraiment, là, la défense qu'il a fait, c'était impressionnant pendant tellement de tours. Et tu te dis, Max, qui déjà n'était pas content de se retrouver derrière une Alpine pendant autant de tours et pas pouvoir la devancer, ça a dû être bien frustrant pour lui. Ça a dû pas aider sa situation là il doit être bien frustré. Et justement, je trouve que quand on voit ce classement et les résultats au niveau des courses, ça montre aussi que, ok, il y a le pilotage de la personne, il y a son mental, mais il y a aussi la voiture et la mécanique. Et aujourd'hui, on prend un Verstappen, c'est aussi des choses que tu ne peux pas maîtriser et c'est ça qui est dur psychologiquement, je pense, à gérer. Mais là, on a un Gasly qui est motivé, qui est présent, qui est ultra focus. Donc ouais, non, je trouve que ça serait beau et pour moi, ça serait mérité qu'il fasse au moins un podium pour récompenser l'équipe, récompenser son travail, parce que voilà, derrière il y a beaucoup d'hommes et de femmes qui travaillent, c'est pas voilà, la F1 c'est pas qu'une personne, hein. Il y a quand même beaucoup de personnes derrière, donc non, à voir. Puis et comme quoi ça semblerait que c'était la bonne décision pour eux au final d'aller avec le moteur Ferrari et de pas développer le leur, ce qui semblait être un gros risque quand même à un moment, parce qu'ils avaient déjà commencé le développement du moteur pour cette nouvelle régulation, et de là de partir avec Mercedes,
ils ont misé sur le bon cheval, quoi. Ça fonctionne bien, Mercedes. Mercedes, je retourne du côté du chat, les amis, très rapidement. On nous dit, oui, Pierre au top, ça c'est Marcelo Aguilar qui nous dit Pierre au top et Isaac un peu trop nerveux. Et on nous fait un petit tour des Français. Ocon sur la sellette, mais c'est là où il devient le meilleur. C'est là où il se révèle, quand il est un petit peu chahuté. Et un dernier petit commentaire de Thibaut 3635, et ça va rejoindre toi la thématique que tu voulais développer aussi, Seb. Berman reste devant quand même, Pierre, et sans le moteur. Ouais, alors Berman, bon, déjà il faut parler de l'accident. Berman qui faisait des performances jusqu'à présent quand même assez incroyables, et là il y a eu un accident qui faisait quand même très très peur. On l'a vu, qui boitait quand il sort de la voiture. Je pense, c'est un sujet, on pourra en parler pendant très très longtemps, et on a des épisodes qui vont venir avec cette pause où on va pouvoir se concentrer plus sur ce sujet-là. Mais le fait que Berman arrive à une vitesse tellement supérieure à celle de Colapinto est obligé de l'éviter pour éviter un accident qui aurait pu être encore plus grave, ça fait très peur quand même. Donc je pense qu'il y a un vrai sujet à étudier de la part de la FIA dans ces nouvelles régulations et du danger dans lequel ils sont en train de mettre les pilotes, parce que c'est quelque chose dont Alonso, dont Sainz avait déjà parlé, et c'est quand même assez choquant de le voir déjà dès la 3e course, exactement en gros ce que les pilotes disaient pourrait se passer, c'est-à-dire avoir... C'est choquant, mais tant mieux. Oui, c'est presque, ça arrive parce maintenant, que en fait. ça surligne le problème d'avoir une voiture qui est en récupération d'énergie, qui va aller à une vitesse tellement plus lente qu'une autre voiture qui arrive derrière, dans des virages des fois aveugles, et que ça peut causer ces différentiels de vitesse qui sont... C'est la chose la plus dangereuse en sport auto, c'est les différentiels de vitesse. Et encore une fois, heureusement que Berman a évité Colapinto. Alors, le move de Colapinto, on peut en discuter aussi, mais si Berman était rentré dans l'arrière de Colapinto, c'est là où on peut voir un accident comme Webber avait eu il y a des années, où la voiture décolle. Là, c'est encore plus dangereux. Donc oui, Colapinto n'aurait pas dû essayer de bloquer Berman. Il a fait une erreur à ce niveau-là. Après, c'est pas ce qu'on retient spécialement de... Non, exactement. Évidemment, ils en ont parlé. Je pense que c'est l'instinct de pilote. Tu as quelqu'un derrière toi, tu dois le garder derrière toi. C'est un mauvais move, mais c'est pas ce qu'on retient. Ce qu'on retient, c'est cet énorme différentiel. Exactement. Le vrai souci, c'est ça. Qui est dangereux. À la vidéo, quand ils mettent le replay, moi, je me suis dit, ils se satellisent. Enfin, clairement, pour moi, ça passait pas. Il arrive tellement vite, on a l'impression que même Colapinto est à l'arrêt, parce que c'est quand même, la différence est énorme. Après, ce qu'il faut savoir, c'est qu'en tant que pilote, normalement, on apprend dès le plus jeune âge à dire, on regarde pas spécialement les rétros, et celui qui est derrière toi doit gérer la situation. Mais là, alors... Moi, je trouve qu'il y a aussi ce côté où peut-être qu'il a surestimé, en fait, Berman, parce qu'il arrive très, très vite. Je ne sais pas à quel moment ça passe, quand même, parce qu'on le voit, alors, à la vidéo embarquée qu'ils ont montrée, on le voit arriver vite, je me dis, mais... freine, fait quelque chose. Donc, je sais pas. Est-ce que c'est une erreur? Est-ce qu'il y a ce problème de voiture? Est-ce qu'il y a aussi un manque d'expérience de Berman et qui n'a pas réussi à gérer sa voiture? Parce qu'on le voit de toute façon, ils ont tous des soucis avec leur voiture. Ils se font surprendre par ce côté 50-50. Et je pense que là, c'est aussi ce qui s'est passé. Qu'est-ce que je fais dans ce moment-là? Coup de panique et manque d'expérience. Et forcément, il s'est quand même pris 50G, hein. C'est énorme, 50G. Il aurait pu se faire très très mal. Il a juste des contusions au genou, mais 50G... Oui, il sera là quand même à Miami. Oui, il sera là. Oui. Mais pour moi, il était passager dans cette situation-là. Ah oui. Très rapidement, pour finir sur la thématique, les amis, on a Thibaut 3635 qui nous dit justement, suite à l'accident, est-ce que vous pensez que la FIA pourrait faire un retour en arrière? Moi, j'espère que oui, parce que... Ils sont à l'étude, en tout cas. Voilà, c'est à l'étude. Là, ils sont en train de prendre conscience qu'il y a beaucoup de choses à changer dans leur réglementation. C'est ça. Et il faut s'attendre à ce qu'il y ait beaucoup de changements à Miami. Je pense qu'il y en aura à Miami, parce que sinon, ils ont leur réunion où, justement, je pense que forcément, As va prendre la défense de ce qui s'est passé. Moi, ce qui me fait peur et ce que j'appréhende... Alors, comme tu le dis, hein, vaut mieux que ça arrive au 3e Grand Prix. Moi, j'appréhende Spa. J'appréhende vraiment le circuit de Spa. On en discutait et comment ça va se passer? Une situation comme ça dans le raidillon, en haut du raidillon. On fait comment là? Où tu découvres. Bah oui, parce que en haut, tu découvres en bas, la piste, en bas c'est ciel. Hein. Vous êtes en bas du raidillon, vous avez intérêt à savoir s'il faut aller à gauche ou à droite parce que vous ne voyez rien. Voilà. La même situation en haut du raidillon.
Il se passe quoi ? Non, mais il y a plein d'autres endroits où c'est des virages qui sont beaucoup plus rapides. Où ils peuvent, c'est pas le seul, mais c'est vrai que celui-là va arriver vite. Évidemment, il est parlant. Il est parlant et celui-là, il parle à tout le monde. Il fait aussi peur. Enfin, des pilotes l'aiment comme le détestent. Mais c'est des différentiels de vitesse qu'on voit d'habitude qu'en qualif. Oui. Comme maintenant, on voit dans des situations de course. Oui. Et donc, on peut suranalyser un pilote ou un autre, mais la réalité, c'est que le problème, il est dans les régulations, il est dans... Le danger, c'est la voiture. La FIA, et donc, c'est à eux qu'il faut s'en prendre, et c'est eux qui doivent faire des changements pour éviter qu'il y ait d'autres accidents de ce type, voire pire. Et visiblement, c'est enclenché. Il va y avoir des changements à venir. On y reviendra dans les prochaines émissions. Un petit point sur notre championnat, les amis. On a fait nos paris. On a fait nos paris sur le Grand Prix du Japon et on va voir que Marianne est évidemment en tête. T'as repris encore de la tête ? Je pense que je vais aller m'acheter une... Elle avait vu la pole position de Kimi Antonelli. Une boule de cristal, parce qu'apparemment... Oui, mais moi je soutiens... Moi j'avais mis Russell, j'étais dégoûté. Moi je soutiens ce petit jeune, donc forcément... Mais tu n'es pas loin, Seb. Tu as 8 points, tu es à 3 points derrière Marianne, l'équipe de TV Monaco avec 5 points. Et puis, puis je sais pas qui est dernier là avec 3 Mathieu. points, mais c'est sans doute un mec qui connaît rien à la Formule 1. Mais pas du tout. C'est pas celui qui a parié sur Aston Martin, lui ? C'est celui je crois que c'est un mec qui a dit que le pilote Alonso. C'était Fernando Alonso. Bon, tu après, malgré tout, c'est un peu... voilà, c'est un peu comme les safety cars et de qui gagne. C'est un peu, voilà, on donne des pronostics, mais là, c'était la facilité avec Mercedes. Exactement. Mais à changer, parce que je pense que pour Miami, pourquoi pas McLaren devant ? Ah, carrément. Alors là, t'as changé. La semaine dernière, tu disais pas de podium McLaren. Non, je n'ai pas dit que je les annoncerais vainqueurs ou sur le podium, mais vous, je vous laisse un petit peu regarder ce que vous pourriez faire, justement. On va avoir le temps d'y réfléchir. On se fera ça, puisqu'on a conservé les émissions qui étaient censées être après les Grands Prix du Qatar et d'Arabie Saoudite. On les a conservées, ces émissions. On aura le temps de parler en détail, de faire des premiers bilans et de parler d'autres sports méca. Donc on fera nos paris juste avant le Grand Prix de Miami. Comme ça, on a le temps d'y réfléchir d'ici là. On aura peut-être des indices aussi, des informations sur les différentes écuries, savoir comment elles ont travaillé. On va passer au reste de l'actualité des sports méca. On va parler pas mal de choses aujourd'hui. On va commencer avec le MotoGP. Ils étaient du côté de Austin, au Texas, ce week-end. Et bien ça se confirme sur ce début de saison, c'est que Aprilia est l'équipe à suivre en 2026. Et ça, c'est une vraie surprise. On vous montre un petit peu le week-end, ce début de saison, justement, pour le team espagnol, avec un Marco Bezzecchi qui est en tête, l'Italien du championnat du monde, avec 3 victoires en Grand Prix uniquement. Pas de points marqués en course sprint. Et puis un Jorge Martin derrière lui, avec 2 podiums. Il a fini 2 fois deuxième. Oui. Il a dit avec l'accent. Il l'a dit avec l'accent. Et puis en course sprint, par contre, lui, il est meilleur en course sprint. Ça donne 1 victoire et 1 podium sur la sprint. 4 points d'écart au championnat entre les deux. Ça, c'est la bombe du début de saison. Personne ne l'avait vu venir. Alors, on pourra regarder aussi en détail le reste du classement pilote parce qu'il y a encore pas mal de surprises. Mais Aprilia, les 2 Aprilia en tête du championnat, moi, j'aurais pas mis 1 centime dessus sur ce début de saison. On a vu que pour prédire les courses, c'était pas le plus fort, hein, donc en même temps. Ouais, c'est vrai. Ouh, ça lance des bombes quand même. Là. Déjà, la petite balle perdue. La petite balle perdue. Non, je pense qu'on verra ça sur les prochaines émissions. on a plus justement l'habitude de voir Yamaha ou Ducati ou autre, et c'est vrai que forcément de voir les 4 Yamaha complètement dernières, en plus, je sais pas, à voir, mais en effet, oui, ça a été une très grosse surprise. Oui, mais on attendait au moins Ducati de retour avec évidemment Marc Marquez qui est champion en titre. Qui a bien remonté. Et Francesco Bagnaia qui est double champion du monde aussi. Ouais. Mais là, après, ils sont loin devant. La petite blague que j'ai mis dans notre groupe WhatsApp, c'était que je vais aller donner mon petit Vespa à Yamaha. Non, c'est vrai que c'est triste. Après, ils l'ont annoncé aussi. On en avait parlé au tout début. C'est que forcément, c'est un peu le Ferrari. En F1, c'est qu'ils se concentrent sur la réglementation 2027. Mais moi, je trouve que ce genre de décision, c'est ultra difficile pour les pilotes. Parce qu'il faut stimuler les troupes mentalement. Pour Fabio, c'est dur, hein. Et l'équipe, en fait. Pour Fabio Quartararo, c'est très dur. Waouh, il l'a dit, il a fait des déclats, on le voit au micro. En fait, on voit notre Lewis Hamilton de l'an dernier, quoi. Complètement déprimé. Oui, c'est bon, j'en ai marre, quoi. Donc, ouais, c'est à voir.
J'en étais où ? Oui, Aprilia, en plus, donc c'est quand même une écurie qui a jamais remporté de titre constructeur en MotoGP. Leur dernier titre, c'était en Moto3 en 2009. C'est ça, la base Aprilia, c'est une équipe de Moto2, de Moto3. Ils sont référencés là-dedans, notamment les 2 derniers titres de Moto2 avec Jorge Lorenzo à l'époque. Oui, les Jorge, je les maîtrise. Hein. Il maîtrise vraiment bien. LV2 espagnol. Et voilà, c'est quand même surprenant aussi d'avoir un Marc Marquez qu'on pensait très sûr de sa force, qui lui est multiple champion, on le sait. Hein. Il est devenu une légende tout autant quasiment que Valentino Rossi. De le voir en difficulté sur ce début de saison. Très en difficulté et la chute qu'il fait, qui est aussi très incroyable. Après, à noter que Marco Bezzecchi, justement, était très content, puisque donc, il a signé ses 5 victoires consécutives, comme Rossi et Marquez, et il était très ému, justement, de se retrouver à côté d'aussi grands noms et de pouvoir réaliser ça. Donc, il faut aussi retenir le côté positif d'Aprilia. Une petite infographie à vous montrer d'ailleurs en parlant de Marco Bezzecchi. Non, c'est pas celle-ci, ça va être la suivante que va nous envoyer Quentin. Marco Bezzecchi, c'est aussi 121 tours consécutifs en tête. C'est un record. C'est quand même incroyable. C'est fou quand même. Lorenzo. Parce qu'il y avait une domination en F1 là. Parce que même la stratégie est bonne en fait. C'est au-delà du pilote, il y a aussi toute la stratégie de l'équipe et le fonctionnement de la moto qui est bonne. Donc moi je trouve que c'est beau. Enfin, à retenir, là, pour le coup, c'est incroyable. On change de thématique, les amis. On a parlé du MotoGP. Voilà, on aura l'occasion d'y revenir un peu plus tard dans la saison. On va suivre, évidemment, Aprilia. Un petit mot, quand même, Johann Zarco, on a dit qu'il avait abandonné ce week-end. Abandon de Johann Zarco et notre ami Quartararo 17e. Voilà, Quartararo 17e et donc abandon. Et c'est dur, de franchement, Zarco c'est très dur. Sur sa Honda du team LCR, qui est un team monégasque, on le rappelle. Hein, c'est aussi pour ça qu'on met en avant la MotoGP. Hein, c'est dur. Un team ici à domicile. On va parler un petit peu d'IMSA désormais, puisque tu n'étais pas à Sebring par hasard. C'est ça. Je cherchais le nom. J'étais en train de perdre le nom. Attends, ils étaient où ? Ah oui, Sebring. Tu n'étais pas là-bas par hasard. Tu étais là-bas pour vivre les 12 heures. Tu vas nous raconter un petit peu comment ça s'est passé. Te donner évidemment le factuel. Oui, nous, le backstage un petit peu. Le backstage. Tout savoir. Et tout le backstage un petit peu. Alors, moi, je vis toujours ces courses. Ça va faire maintenant 4 ans, 5 ans que je suis les grandes courses de l'IMSA et que j'ai la chance de pouvoir aller les voir. Et c'est vrai qu'il y a une vibe que je ne retrouve nulle part ailleurs. Pas sur les circuits européens, même pas dans les autres catégories. Il y a vraiment ce côté où les fans... En fait, on va faire simple, c'est le sport automobile des années 70-80. Ce côté fan vraiment rapproché. Vous avez les grillages, il y a les camping-cars, tout le monde est là, vive la course vraiment à fond. Et puis, il y a ce côté de challenge où dès qu'il y a un safety car, ils ont tant de temps, les pilotes, on essaye de remonter pour justement se reclasser devant et rattraper les tours en fait, qu'on a perdus. Donc forcément, on va dire que la course est toujours relancée et on ne sait jamais qui c'est qui va gagner tant que le drapeau à damier n'est pas tombé. Donc il y a aussi ce côté fun qui est sympa. Et puis on a les hypercars, on a les LMP2, puisqu'il n'y a plus les LMP3 maintenant, on a les GT3 et les GTD. Donc il y a vraiment ce côté qui est top. Et puis Sebring est un circuit très difficile à piloter. On voit au premier virage, en fait, après la ligne de départ, les caisses, je vous assure, je l'ai vu parce que j'ai été faire des films, etc. Elles rebondissent, mais c'est incroyable. Et justement, pour avoir parlé avec des pilotes, ils disent que c'est un circuit qui est très, très dur physiquement. Donc, il y a le côté mental, mais physiquement, faut le tenir le volant, il faut le tourner, il faut s'accrocher parce que ça reste... En fait, c'est pas un circuit de base, hein. C'est une ancienne piste d'avion. Donc, il y a des trous. Moi qui ai fait le track walk, justement, j'étais le faire en courant. Vous passez à des endroits, vous mettez le poing, en fait, dans le trou de la piste. Donc, pour vous montrer à quel point, en fait, quand les voitures, elles passent, on peut perdre la voiture facilement. Donc, il y a ce côté à gérer. Et puis, au sunset, le fait de faire un 12 heures, c'est un mini Le Mans, en fait, moi, je trouve, parce qu'on commence de jour, on attaque le sunset
et on finit de nuit. Donc on le voit très bien que justement quand arrive le coucher de soleil et qu'on passe de nuit, c'est là que on arrive fin de course aussi où justement c'est les derniers stints où il faut vraiment mettre du sprint, où les équipes mettent leurs meilleurs pilotes. Et c'est vrai qu'on se rend compte que là, il y a du safety, il y a du yellow flag, il y a voire peut-être des red flags. Là il n'y en a pas eu, mais c'est déjà arrivé. Enfin, c'est très très intense, donc non, superbe course qui était belle à voir. Et justement il y a eu beaucoup de full course yellow, il y a eu beaucoup de safety car, donc ça a permis de relancer et encore de relancer, et dans toutes les catégories. À chaque fois, ça redispatchait. Premier, au final, fini 7. Enfin, c'était assez incroyable. Donc moi, c'est ce que j'aime aussi, c'est voir du challenge, voir du show. C'est ce qu'on a besoin de voir, en fait, dans le sport automobile, en fait, plutôt que certaines prennent l'avance et que la course, elle se termine comme ça, quoi. Donc voilà. Après, j'ai les résultats, si jamais vous voulez. Ça m'a donné envie d'y aller. On y va l'année prochaine ? Allez. Moi, je suis chaud. Pourquoi pas ? Non, vraiment, c'est vraiment une course à voir. Et puis, de voir aussi que tous les fans... Enfin, moi, chaque fois, c'est pas que ça me choque, mais j'adore ça. Mais on le verra malheureusement pas sur des courses sur Le Mans, par exemple. Mais parce que ça demande trop de logistique. Mais les fans ont accès à la grille de départ avec leurs billets. Oui. C'est-à-dire que vous vous retrouvez noyés dans une... C'est magique. Mais c'est beau parce que ils voient les box. Ils voient les box au contact des voitures. Et ils sont devant les voitures. Et honnêtement, je vous le dis, il y a un respect que moi j'apprécie aussi sur ces championnats. Il n'y a pas de lame de cassé, personne ne monte dans les voitures. Il y a un respect aussi en fait. Et c'est vrai que c'est assez incroyable parce qu'en fait en IMSA, c'est à la différence de tout ce que vous pouvez voir. Vous avez le garage dans un coin en fait, si vous voulez, et il y a la pit lane d'un autre. C'est-à-dire que votre box, quand vous réparez la voiture, c'est pas derrière la pit lane comme on a l'habitude de voir en fait. Voilà. Donc vous avez vraiment ce côté pit lane où les gens peuvent voir comment ça se passe, les ingés sont là, vous pouvez voir vraiment de près en fait une équipe par exemple d'un constructeur d'un hypercar où vous avez toute cette technologie, comment ils gèrent une course, etc. Donc non, c'est ça aussi qui fait la magie, je pense, de l'IMSA et que forcément, en tant que passionné, on aimerait revoir en Europe. Donc voilà. Et après, au niveau donc, du classe... Ça me rappelle, j'ai une image en tête, là, ça me rappelle le trophée Andros. Oui, voilà, mais voilà. Ça doit être un peu une ambiance. Voilà. Et ben c'est la même chose. On se balade c'est la même chose. Des voilà. box et puis on peut aller voir ce qui s'y passe. C'est la même chose. Et puis c'est aussi voir que les fans, ils peuvent aller, ils croisent un pilote dans les paddocks. On voit des petits enfants en fait, parce que ça reste la future génération de ça, qui prennent des photos, qui discutent avec les pilotes. Moi, j'ai vu des pilotes professionnels d'hypercar discuter avec des jeunes. Des fans qui sont là. Et ça, je trouve que la transmission, elle est belle, en fait. Parce que des fois, ça se perd un peu en Europe. Je risque de me faire taper sur les doigts, mais malheureusement, je dis un peu tout haut ce que tout le monde pense tout bas. Et moi, j'aimerais vraiment que ça change, qu'on retrouve, en fait, ce move et cette ambiance qu'on avait dans les années où moi, j'étais petite. Et je trouve que ça manque un peu, quoi. Voilà. Après, au niveau des résultats, comme ça, j'y vais vite. Allez, très rapidement. Très rapidement, en fait, donc en hypercar, on a eu un doublé de Porsche, Cadillac qui finit 3e. Ils ont l'air un petit peu meilleurs, justement, en endurance qu'en F1, si on fait le rapprochement. En F1, ils font juste des tours de piste pour l'instant. Voilà. En LMP2... En LMP2, on a eu un doublé de United Autosport et 3e, c'est Tower. Donc, ce qu'il faut savoir, comme j'expliquais à Mathieu, c'est que United est géré par McLaren, par Zach Brown. Donc, forcément, il y a un très gros appui derrière. En GT3, en premier, on a eu Manthey Racing. Ensuite, AO Racing et Corvette. Donc, on a 2 Porsche et une Corvette. Et après, sur le côté GTD, on a AF Corse, donc en Ferrari. Hertz for Racing en Aston. Pareil, hein. Aston est sur le podium en endurance, donc ça marche. Et West Motorsport en Porsche. Et Ferrari devant, comme quoi ils peuvent gagner aussi. C'est possible. Donc, voilà. Mais après, c'est ça qui est beau à voir aussi, c'est que moi, je fais toujours le parallèle. Ok, il y a la F1, mais on voit qu'il y a des constructeurs qui sont aussi dans d'autres catégories. Et même si c'est pas les mêmes stratégies, il y a quand même des échanges de données qui se font pour justement aller de l'avant. Voilà, j'en ai fini avec... C'était beaucoup d'émotions, oui, je sais, j'aime beaucoup l'IMSA, donc je pourrais en parler pendant des heures. J'aime beaucoup aussi les autres... C'est surtout ça qui est incroyable. Et j'y étais, et j'aime beaucoup aussi les autres championnats, voilà, de mon expérience, mais c'est bien parce que, bon, bah là, on l'a vu, le WEC a dû être annulé avec les problèmes politiques, mais le WEC est aussi beau. Le Mans, moi, cette année, j'en serai à mon 17e, je crois. C'est pareil, c'est une vibe, en fait, c'est même dur à expliquer. En fait, il faut vivre les courses d'endurance de l'intérieur parce que c'est beau, donc voilà, beaucoup d'émotions. J'en ai fini. On finit avec un petit mot de Formula I, Seb, parce qu'on se rapproche quand même. Il y a quand même un événement qui se rapproche, ça va être le e-prix de Monte-Carlo. Donc on va faire un petit point sur la 5e étape qui avait lieu à Madrid. On va se faire le petit résultat et peut-être un petit point avec toi aussi, Marianne, pour cette saison de Formula I. C'était la première fois
la course à Madrid. Et c'est ça ce qu'il fallait souligner voilà, moi je vous en parle, j'y étais pas, donc voilà, c'est un peu différent. Mais course mouvementée à Madrid, ouais, non, j'aurais bien aimé, j'adore cette ville. Mais course mouvementée parce que quand même il y a eu Nick Cassidy qui a fini en pole position, mais qui au final a fini en P17 à la course. La victoire, ça a été de chez Jaguar avec Antonio Félix da Costa. Aussi en deuxième position Jaguar, donc qui clairement sont en forme cette année. On a Mitch Evans, deuxième. Le pauvre, c'est une place où il a fini souvent deuxième au championnat. Est-ce que cette année, il va pouvoir aller se battre? Troisième, il y avait Pascal Wehrlein qui justement est en tête du championnat aujourd'hui, lui qui court chez Porsche. Juste derrière lui au championnat, on a Eduardo Mortara, et ensuite Mitch Evans de chez Jaguar, qui, on l'espère, va peut-être pouvoir aller chercher sa première victoire de championnat. Enfin, moi, je trouve que c'est quand même dur pour lui, qui a fait, je crois, 3 fois deuxième au championnat. Là, il a une bonne voiture cette année. Est-ce qu'il va pouvoir venir se battre potentiellement? Jaguar, clairement, ils ont l'air d'être en forme. Donc, très cool. Et sympa de voir une course à Madrid, un nouveau circuit, en amont, justement, d'une course qui va venir nous voir ici en principauté. Ouais, puis c'est cool parce que ce qui est bien avec la Formule I, c'est que la hiérarchie, elle est toujours bousculée. En fait, celui qui fait la pole n'est pas celui forcément qui gagne. Et justement, tu l'as parlé, Mitch Evans est quand même parti 16e. 16 à P2 quand même. Ouais. Le gap, il est énorme. Donc, on voit aussi Jaguar en forme et avec une très bonne stratégie parce que pour le coup, la Formule I, c'est beaucoup de stratégie quand même. Aussi du pilotage, mais il faut quand même le côté stratège. Il y a le pit boost, il y a l'attaque mode, donc on voit aussi qu'ils sont très forts. Donc à voir, après on sait que Pascal Wehrlein, même dans les années précédentes, a été très fort, il a déjà été champion. Il a une régularité, il est toujours devant en fait. Même s'il part dernier, il arrive à remonter. Donc voilà, on sent que c'est un pilote fort, donc à voir ce que ça va donner. Mais c'était sympa de voir qu'ils ont rajouté aussi cette course à Madrid, au circuit de Jarama. Moi, je le fais pas, le Jarama. Mais ce qui est cool aussi, c'est maintenant, nous qui suivons énormément la F1, comme beaucoup, les stratégies et la gestion justement de la puissance des voitures se rapprochent un peu plus en F1. Donc, par exemple, ceux qui ont l'habitude de regarder la course de F1 ici à Monaco, cette année vont avoir plus de similarités entre la course de F2 et la course de F1, donc ça va être sympa. Il y a toujours beaucoup de dépassements aussi, et les voitures vont de plus en plus vite, c'est vraiment super impressionnant. Moi j'ai hâte de voir la Gen 4 justement de l'année prochaine, puisqu'il y a beaucoup ça on aura l'occasion d'en reparler, mais de circuits urbains qui seront supprimés parce que les voitures sont beaucoup trop puissantes, et il y a déjà des pilotes qui ont testé, sans donner de nom, parce que ça reste confidentiel, qui ont testé cette voiture et qui disent « je n'ai jamais conduit une voiture comme ça, en fait, aussi rapide. » Donc, j'ai entendu 3 secondes et demie, 4 secondes au tour à Monaco. Voilà. Donc, sachant qu'ils ne sont pas sur des pneus slick. Donc c'est très impressionnant. Ça va être fun, je pense. Bon, il est temps de conclure, les amis. On a passé encore une belle émission ensemble. Déjà, ça passe vite. Hein. 1h10 ensemble déjà à débriefer la Formule 1 et les autres sports mécaniques. Vous pouvez, on vous remercie d'abord d'avoir participé à cette émission sur le chat, sur YouTube, sur Twitch. Vous pouvez retrouver, si vous avez manqué un bout de cette émission, vous pouvez la retrouver en rediffusion sur TV Monaco, sur la plateforme TV Monaco, sur YouTube, sur toutes les plateformes. On reposte tout ça très rapidement pour avoir l'émission en entier. On vous remercie donc d'avoir participé avec nous. Seb, Marianne, on se retrouve encore après une petite pause, mais là on va pas faire une pause d'un mois comme les écuries de Formule 1, on va se retrouver dans 2 semaines. Oui. On fera un petit bilan déjà, on fera un petit bilan de la réglementation, de ce qui nous a plu, moins plu chez telle et telle écurie. Et on se préparera petit à petit à arriver vers Miami. Avec grand plaisir. Pareil, grand plaisir. En avant. Allez, c'est parti. En tout cas, on vous remercie à toutes et à tous. On se retrouve très vite. Allez, ciao, ciao. Ciao, ciao. Ciao, ciao. Never slow up, no I don't take shit. I got no love for the fakeness. If you wanna play tough and wanna hate this, I'll always show up and make a statement. I don't ever slow up, no I don't take shit. I got no love for the fakeness. If you wanna play tough and wanna hate this, I'll always show up and make a statement. Everything I do so instinctive and so passionate. Every word I move so descriptive like an adjective. I got a vendetta against people who patented being negative when you should be getting after it. I got facts over tracks, this and that. Spitting slow, spitting fast, I could roast, I could gas. Think I'm okay at last, but I don't know if that can erase all the past. And the pettiness, a reflection of the emptiness. Hilarious, you think you're worth my time, you're delirious. Mysterious, because you hide behind a fake exterior. Inferior, you know I'll always be a bit superior. Get
no humble brag. I want you to hear words, you can say them back. I want you to feel free from the chains at last, and to believe in what you got, it was built to last, yeah. Now that I've been put through hell, I never got anyone's help, I had to do it all myself. I don't ever slow up, no I don't take shit, I got no love for the fakeness. If you wanna play tough and wanna hate this, I'll always show up and make a statement. I don't ever slow up, no I don't take shit, I got no love for the fakeness. If you wanna play tough and wanna hate this, I'll always show up and make a statement. I'm gonna learn the consequence of being incompetent. Mental health is confidence, dreams and some honestness. I'm not here to save the day, that's for you to take away. I could play a million mind games, but instead I say something not illogical, something that is topical. Rub it on and watch it go, make yourself unstoppable. Dreams are irresponsible, but they're always possible. If you just believe, you could be so remarkable.